Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette rencontre autour de la parution toute fraîche de l'ouvrage Justice digitale d'Antoine Garapon et Jean Lassègue. Vous l'aurez compris, donc un livre écrit à quatre mains, puisqu'il y a les compétences du juriste et de l'anthropologue, philosophe au sens large, qui se rejoignent pour essayer de cerner un problème, un phénomène auquel nous sommes tous confrontés aujourd'hui, qui est cette numérisation de notre société et plus spécifiquement donc l'entrée du numérique dans le droit et dans la justice. Un ouvrage important à mon sens parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de cartographier les effets empiriques de l'entrée du numérique dans la pratique du droit aujourd'hui. On trouvera cette partie-là surtout dans la deuxième moitié du livre, mais plus largement, et c'est ce qui fait, je pense, la spécificité de ce livre, d'essayer de penser au fond les assises théoriques, conceptuelles, historiques, technologiques de cette transformation que Antoine Garapon et Jean Lassègue décrivent comme une révolution technologique, mais aussi, on le verra, une révolution symbolique. Alors, en indiquant ce mot symbolique, j'ai immédiatement indiqué ce qui fait un petit peu le parti pris de votre ouvrage, c'est-à-dire d'œuvrer non pas tout simplement dans le cadre d'une histoire des techniques, quoique il y a beaucoup d'éléments qui viennent de l'histoire des techniques, d'une anthropologie des techniques, ni simplement une description de l'anthropologie du droit, mais de faire place à un chassé-croisé entre, d'une part, les ressources que nous fournissent essentiellement la philosophie des formes symboliques d'Ernst Cassirer, qui joue, je pense, un rôle prépondérant dans votre ouvrage, et de l'autre, eh bien, tout ce qu'on peut apprendre d'une pensée de l'écriture. On y reviendra dans un instant. Tout cela pour éclairer donc un peu mieux les défis qui sont ceux d'une numérisation du droit, avec tout ce que ça implique d'une part comme promesse utopique, bien sûr, puisque la numérisation du droit se présente avant tout comme la possibilité d'atteindre au fond des procédures plus justes, plus objectives, plus impartiales. Donc cette idée au fond d'un juge qui n'aurait plus tous les biais cognitifs qu'on lui connaît. Donc rendre au fond une justice plus juste, accélérer les procédures, désengorger les tribunaux, assister tous ceux qui font partie de cet appareil juridique, rendre donc justice de façon plus juste. Ça, c'est, je pense, la promesse utopique. Et derrière cette utopie, il y a une dimension plus dystopique, dont vous tracez quelques horizons, qui est, d'une part, une forme de disruption dans la dimension expressive et symbolique de la pratique du droit, de ce qui faisait lien, de ce qui faisait société aussi, une individualisation du droit et des conséquences dont on va essayer de dégager quelques enjeux ici avec vous et avec la salle, qui ne sont donc pas tout simplement quelques effets corollaires d'un changement de support, mais qui représentent donc véritablement, c'est votre thèse, une révolution numérique, qui serait donc une révolution symbolique et, alors paradoxalement, en même temps aussi une révolution de la désymbolisation, puisqu'on irait donc vers un changement de cet ordre-là. Alors, je vous donne comme ça en vrac quelques éléments qui sont je pense, les forces motrices, les grandes lignes directrices à l'œuvre dans l'ouvrage, qui, en un certain sens, répond en fait à l'injonction qui avait été déjà donnée en 2000 par Lawrence Lessig, ce juriste américain, qui avait lancé cette phrase assez énigmatique, il faut le dire, Code is law. Phrase magnifique, le code c'est la loi, mais encore faut-il s'entendre sur ce que ça veut dire. Et je pense que votre livre, en un certain sens, répond à cette question, qu'est-ce que ça veut dire que le code est la loi ou est devenu la loi. Et vous avez donc
certain nombre de changements qui sont liés à ce que vous appelez la révolution numérique. Changements qui sont par exemple la délégation des appareils techniques, de la gestion et de l'interprétation des marques graphiques, la perte de la dimension expressive et symbolique du droit, la causalité. La grande question du droit, c'est quand même aussi celle-là, de la causalité qui est remplacée par la corrélation, hein, le fait de ne plus établir au fond des rapports de causalité, mais de mettre en rapport des données dont on va ensuite tirer des conclusions sur la base de ces simples mises en rapport, des mises en corrélation. Tout un débat sur les questions des seuils de pertinence. À partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer que des données nous permettent de changer la donne? D'ailleurs, vous amusez à détourner la phrase de Hobbes du Léviathan, hein, qui disait que c'est auctoritas non veritas facit legem, c'est-à-dire c'est pas la vérité, mais l'autorité qui fait la loi, et vous amusez à détourner encore un autre tournant où ça serait non pas l'autorité, mais la quantité qui fait désormais la loi à l'époque du big data. Le principe de représentation qui était au cœur du symbolique, on va devoir en parler d'ailleurs, qui est remplacé par le principe de captation, hein, qui serait à la base donc, de la digitalisation, les capteurs qui, en tant que tels, fournissent des données, la plupart du temps à l'insu des acteurs eux-mêmes, et qui permettent aux algorithmes de traiter ces données et de remplacer au fond les jurés qui, à défaut d'avoir forcément une compétence objective, avaient été délégués par une communauté, une société civile par exemple, à laquelle ils devaient rendre des comptes, dont ils étaient au fond des représentants. Quoi d'autre? Le renforcement des tendances majoritaires, hein, puisque les algorithmes ont tendance à se baser sur des données déjà récoltées et sur la base de jugements déjà prononcés, que des jugements futurs vont être prononcés. Donc évidemment, ça renforce les boucles de rétroaction. On le voit bien aux États-Unis où l'introduction du numérique dans la pratique du droit est déjà très avancée, où on voit le renforcement de tous les préjugés, où notamment des personnes afro-américaines vont avoir une probabilité beaucoup plus grande d'être condamnés que des Blancs. On revient, vous le dites, à l'Ancien Régime, hein, où les gueux étaient déjà toujours suspects d'avoir commis des crimes, et donc ils étaient condamnés d'avance. Et au fond, c'était une espèce de régression comme ça aux préjugés de l'Ancien Régime. L'aspect du retournement au fond de la temporalité, puisque c'est le rapport au passé qui devient déterminant pour le rapport au futur. Le passé permet de déterminer le futur. Le futur est déduit du passé et on en arrive à des prophéties autoréalisatrices, puisqu'au fond la prédiction, la justice prédictive permet de se baser sur des observations déjà faites par le passé, si bien qu'on en arrive à des prophéties autoréalisatrices, puisqu'on va, par exemple, considérer que tel individu risque de commettre tel crime sur la base de comportements passés, ou de sa famille, ou de l'extraction sociale, voire même de ses données génétiques. Et encore une fois, on se retrouve quasiment dans des scénarios de l'ordre de Minority Report, où au fond, on va extraire des personnes de la circulation pour éviter qu'elles commettent des crimes. Et évidemment, la prophétie aura toujours raison, puisque le crime ne se produit pas. Et enfin, le motif cybernétique, hein, que vous mettez en relief dans votre livre, c'est cette idée d'une promesse, d'une gestion des circuits par eux-mêmes. Hein. Plus personne n'intervient, c'est une justice qui rend justice sans avoir besoin d'intervention extérieure, le mythe de l'autocontrôle, de gestion de la machine par elle-même. Et un autre motif, pas directement corrélé, mais qui vient s'ajouter, c'est un motif darwinien, hein, la substitution de la justice comme fairness par la justice comme fitness, donc cette idée d'une application, d'une procédure qui survivra toutes les autres et qui exclura progressivement, qui filtrera toutes celles qui n'étaient pas aptes à rendre justice. Voilà, tous ces déplacements que vous retrouvez à la page. Alors moi, j'ai les épreuves, donc je ne sais pas si la pagination a été maintenue. Je crois qu'elle est pratiquement. Elle est pratiquement pas. Donc si vous vous rapportez à la page 201, 202, 203, vous trouverez quelques-uns de ces déplacements que j'ai essayé d'indiquer.
Voilà, et tout ça, ça nous amène à un certain nombre de questions, il y en aura certainement d'autres, mais un certain nombre de questions que j'avais envie de vous poser, sur lesquelles j'avais envie de vous entendre, sur les thèses qui sont contenues dans ce livre, et il y en a plusieurs, thèses, je pense, très stimulantes, pour certaines aussi provocatrices, je pense. Et la première des thèses sur laquelle je voulais vous interroger, c'est la suivante, c'est-à-dire vous dites notamment que la transformation à laquelle on assiste est une transformation profonde du droit, d'un principe d'universalité vers un principe d'individualité. Alors, c'est vrai que traditionnellement, le droit avait à se prémunir contre la tendance universalisante, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la spécificité du cas, toute l'importance de la jurisprudence qui visait justement à atténuer un petit peu cette espèce de cécité universalisante du droit qui serait toujours appliquée indépendamment des spécificités singulières. Là, vous dites c'est exactement le contraire, c'est-à-dire ce qu'on est en train de perdre, c'est toute la promesse, au fond, émancipatrice et progressiste de l'universalité qui était que tout un chacun avait le droit d'être traité comme tous les autres. Donc au fond, l'importance de cette cécité de la justitia qu'on est en train de perdre, puisqu'on est passé d'une loi universelle ou générale à une règle qui s'applique au fond au cas par cas et qui va essayer d'être au plus près du cas singulier, mais qui perd justement sa généralité. Alors, d'où vient cette idée? Quels sont les éléments empiriques qui vous font soutenir une telle thèse? Et quelles sont les implications plus générales, peut-être même anthropologiques, d'un tel déplacement? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Alors, je vais commencer, et puis ensuite on passera à l'anthropologie de manière un peu contre-intuitive. Tout d'abord, on était très frappé de voir que les juristes américains disent, mais avec le numérique, la règle de droit et les standards juridiques sont dépassés. Ils sont dépassés et ils prennent un exemple qui va rendre leur pensée très parlante. Ils disent, prenons l'exemple de la limitation de vitesse. La limitation de vitesse, loi universelle, limitée sur toutes les routes de France à 80 km/h, eh bien, en fait, c'est contre-productif. Et c'est les termes qui sont employés, c'est contre-productif parce que si on est sur une autoroute où il n'y a personne à 2 h du matin par temps sec sur un véhicule puissant et avec un conducteur expérimenté qui n'a jamais eu d'accident, il peut rouler à 150 km/h ou 200 km/h, ça ne met personne en danger. Si en revanche c'est un jeune conducteur par temps de pluie, etc. Et donc, eh bien, pourquoi garder cette limitation universelle? Pourquoi pas avoir dans la voiture, en fonction de l'état du véhicule, du contexte météorologique, de l'expérimentation du conducteur, de ses précédents, de son casier judiciaire, eh bien, on va lui dire qu'il faut rouler à 70 km/h ou voire moins. Alors, ça, c'est l'exemple, c'est un premier exemple qui est véritablement discuté. Et puis, un deuxième exemple qu'on peut prendre aussi, c'est celui du chirurgien. Les standards, le problème des standards juridiques, se comporter comme un bon chirurgien diligent, le problème, c'est qu'on connaît la règle qu'après. C'est une fois qu'il a fait l'opération, qu'il y a eu un problème, qu'il y a un procès, que les juges disent « Ah, en l'occurrence, vous avez commis une erreur ou vous êtes responsable d'un préjudice. » Alors, l'informatique peut régler ça. Peut régler ça comment? Eh bien, avec ce qu'un juriste appelle les micro-directives. Vous appelez qui? Ben, vous appelez la compagnie d'assurance. Parce que dans ces affaires-là, il y a toujours un acteur dans la coulisse. Et là, en l'occurrence, les compagnies d'assurance jouent un rôle majeur. Et puis, en fonction de l'expérience, la qualification des chirurgiens, en fonction de l'état du patient, qu'on connaît bien sûr de manière absolument transparente grâce à ces données, en fonction des équipements de la clinique, de la proximité d'un service de réanimation, etc., eh bien, vous avez l'autorisation d'opérer ou pas l'autorisation d'opérer. Ce qui est très intéressant parce qu'on voit non seulement la perte de l'universalité de la loi, la déresponsabilisation des acteurs et un transfert du pouvoir de la loi vers la compagnie d'assurance. Donc,
ce sont des petits exemples, on peut en trouver beaucoup d'autres. C'est à travers ces petits exemples, encore une fois, on voit bien que c'est tout un esprit des lois et surtout une représentation de la démocratie qui évolue parce que c'est le rêve ou la prétention du numérique, c'est d'avoir une capacité d'organisation de la coexistence humaine beaucoup plus performante que la politique. Oui, alors moi j'irai évidemment dans ton sens, mais je ferai une réponse très différente en mentionnant ce sur quoi on a beaucoup travaillé dans le livre, c'est-à-dire la façon dont la loi doit être couplée à un système de signes. Et ces signes, ils doivent être lus. Voilà. Donc si on dit nul n'est censé ignorer la loi, c'est que on estime que les gens sont capables de lire la loi. Mais aujourd'hui, on ne peut plus lire le numérique. Le numérique, c'est du code. Et donc, nous sommes tous devenus analphabètes. Donc, ça pose un problème du point de vue de la loi, puisque on ne sait pas comment faire. On ne sait pas d'où vient cette loi. Et en tout cas, elle n'est pas inscrite dans un texte, dans un corpus de textes comme ça l'était jusqu'à présent. Donc, il y a quelque chose sur l'écriture qui est en train de se modifier très profondément. C'est pour ça qu'on a parlé d'une révolution graphique essentiellement. De ce point de vue-là, le digital, c'est une révolution graphique qui nous met dans un nouvel état de société et qui fait que on se trouve confronté à toutes sortes de signes que l'on ne sait pas interpréter directement. Donc notre capacité de lecture se trouve extrêmement diminuée et de ce fait aussi notre représentation de la loi. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir combien on a dépensé une énergie considérable tous ces derniers siècles pour faire en sorte que les peuples, au moins en Europe, soient susceptibles de lire, et en particulier de lire la loi, et de voir que l'écriture aujourd'hui, l'écriture-lecture, se trouve complètement modifiée, et que nous-mêmes, intellectuels, nous sommes confrontés à quelque chose, à un nouvel état de l'écriture, qui fait que nous ne savons pas ni lire ni écrire. Et que, évidemment, ça va avoir toutes sortes de conséquences sur la façon de se représenter la loi. Donc vous l'avez compris, il y a tout de suite cette double approche, cette double compétence qui fait tout l'intérêt du livre, avec des parties très précises, très empiriques, qui décrivent ces modifications en cours, et immédiatement toujours une reprise plus théorique. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Et je pense que c'est vraiment, ça montre encore une fois à quel point nous sommes dépourvus, au fond, pour saisir des intuitions qui sont peut-être là. Les phénomènes ne sont pas inconnus. Je veux dire, il suffit de lire un petit peu, de s'informer un petit peu. Pour les exemples que vous mentionnez surprendront peu de gens, mais c'est le fait de mettre ensemble tout ça. C'est comme si vous aviez trouvé un petit peu les concepts pour des intuitions qui autrement resteraient aveugles. Alors, vous l'avez mentionné, donc l'insistance, et on va y venir progressivement, sur quelque chose auquel on ne s'attendait peut-être pas forcément, c'est-à-dire l'insistance sur l'écriture. Parce que le cœur du livre, c'est quand même une reconstitution d'un changement historique qui a eu lieu à la fin du XIXe siècle, peut-être début du XXe siècle, dans la façon de se figurer les idéalités. Une espèce de grand divorce qui a eu lieu en mathématiques entre la géométrie et l'arithmétique. C'est-à-dire entre une forme de savoir qui est foncièrement basée sur l'intuition, sur la spatialisation, et d'autre part, une arithmétique qui, elle, fonctionne tout à fait autrement, c'est-à-dire de façon séquentielle, linéaire. On a parlé, les historiens des sciences parlent d'une crise de l'intuition, Anschauungskrise en allemand. Et comment est-ce qu'on répond à tout ça ? Eh bien, il y a eu une série de mathématiciens qui ont répondu à cela. Il y a Gödel, d'une part, il y a Hilbert et il y a Turing. Et donc, je sais que vous avez dédié à ces auteurs, notamment à Turing, un certain nombre de vos travaux. Donc, on retrouve
tout ça sans grande surprise véritable, mais pour leur donner un sens tout à fait nouveau, pour bien comprendre ce numérique dont on parle tout le temps, dont on nous parle tout le temps, et qu'au fond, on a si mal compris. Hein, qu'on a si mal compris, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, le numérique? Manifestement, ça renvoie au nombre. En anglais, on parle du digital. Hein. Bon, alors en partie, ces deux termes sont synonymes. Pourquoi est-ce qu'on parle du digital? Non pas parce qu'on aurait affaire à du manuel, au contraire, mais parce que le digitus, c'est ce qui se détermine par un espacement réglé. C'est-à-dire l'espace entre vos doigts, il est censé être identique. L'espace entre chaque doigt est identique. Et c'est ça, au fond, l'idée qui est à la base de cette pensée de la digitalisation. C'est donc qu'il y a un certain rapport, non pas à l'espace, mais à l'espacement qui va être codifié. Et donc, je voulais vous interroger là-dessus, sur cette partie centrale, il me semble, de votre ouvrage, qui est comment est-ce qu'on va arriver à Turing, à la fameuse machine universelle à calculer, et pourquoi, dites-vous, nous ne comprendrons jamais l'importance ou le fonctionnement de la machine universelle de Turing si nous ne comprenons pas d'où ça vient, c'est-à-dire de la résolution d'un certain nombre de problèmes mathématiques de figuration des idéalités qui sont avant tout des problèmes d'écriture. Voilà. Alors, si vous pouvez juste reprendre ce point-là pour qu'on comprenne bien comment on en arrive. D'accord, bon, vous avez tout à fait résumé la chose, donc je vais être rapide. Il y a effectivement une généalogie historique à faire, en fait, hein, qui démarre chez Leibniz, en gros, hein, c'est-à-dire à partir d'un moment où on dit qu'il y a un certain nombre de problèmes mathématiques qui ne relèvent pas de l'intuition et de la spatialisation, mais simplement de règles qu'il faut appliquer, et qu'il faut appliquer de façon aveugle. Leibniz, il dit la pensée aveugle, cogitatio k et k, hein, il faut faire fonctionner ces règles de façon combinatoire, hein, et ça n'est qu'au bout du compte que l'on arrive à produire un résultat qui peut être interprétable dans l'espace. Bien. La grande question, c'est effectivement la question de l'espace, et c'est une question qui a directement à voir avec ce terme qu'on a beaucoup employé, que vous avez aussi employé, qui est très difficile à définir, qui est celui de symbolique. C'est-à-dire que, effectivement, on s'est beaucoup référé à Cassirer, on est des cassireriens, des grands lecteurs de Cassirer tous les deux. Effectivement, qu'est-ce que c'est que ces formes symboliques chez Cassirer? C'est toujours des façons d'instituer le sens, et cette institution du sens, ça passe toujours par une certaine spatialisation. Dans le cas d'une forme symbolique très particulière, qui est cette forme algébrique dont on parle, hein, cette écriture algébrique, c'est justement l'articulation à la spatialité qui pose problème. Voilà, donc on a essayé de définir finalement, de refaire la généalogie de cette question, le fait qu'il y a eu un divorce, hein, à cette époque de la crise de l'intuition, un divorce entre d'une part des sciences qui continuaient à avoir des modèles géométriques, essentiellement la physique, hein, et puis une zone qu'on appelait une zone de sûreté pour éviter les paradoxes, qui est une zone effectivement qui relève essentiellement du calcul et de règles aveugles, hein, formelles, hein, de combinatoire. Donc c'est à partir de ce divorce-là, qui était finalement cantonné à un problème très particulier de l'histoire des sciences exactes, que va se reposer à nouveau frais cette question du rapport à l'espace. Et cette question du rapport à l'espace, je pense qu'on la vit tous les jours avec le digital. Hein, c'est-à-dire qu'il y a constamment, vous recevez constamment des SMS, des mails qui viennent, qui entrent dans votre espace de perception tel que vous le constituez, vous, dans votre corps. Hein, et il se trouve que là, il y a de l'écriture qui arrive et qui remodèle ce rapport à l'espace en permanence. Donc le rapport phénoménologique à l'espace, tel que Merleau-Ponty a pu le décrire, par exemple, hein, se trouve aujourd'hui remis en question, ou au moins mis en situation de crise, par toutes sortes d'interventions d'ordre graphique qui viennent transformer ce rapport au monde. Alors, si vous
permettez, parce que là, vous avez déjà fait un saut en avant, mais restons encore un instant sur ce moment intermédiaire, la crise de l'intuition, disparition de la spatialité. Donc, pour bien résumer encore une fois l'idée ou votre lecture, la lecture que vous proposez de Turing, c'est de dire, OK, on commence à avoir entendu le nom de Turing, donc lié à cette machine universelle de calcul qui est donc capable, au fond, non seulement de procéder à toutes les opérations logiques, hein, comme un autre ordinateur pourrait le faire, mais potentiellement tourner sur toutes les machines. Voilà. Donc, au fond, c'est une description purement formelle qui n'a rien de technique de ce que doit pouvoir faire un calculateur universel, qui doit être donc capable d'appliquer tous les programmes. En ce sens, l'algorithme, c'est une définition minimaliste. On ne peut pas dire autre chose qu'un algorithme, c'est un protocole d'application d'une opération. C'est rien de plus, n'est-ce pas? Je pense que vous serez d'accord. Donc un algorithme, c'est ça. Ça n'a aucune base technique. Bon. C'est tout simplement un protocole d'application d'une opération. Bon. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, on va se demander, mais en quoi est-ce qu'il y a une rupture épistémologique, une rupture anthropologique, voire même historique, comme vous le dites? Parce qu'au fond, des algorithmes, il y en a eu de tout temps. Je veux dire, la soustraction, l'addition, enfin, c'est un algorithme. L'algorithme, on n'a pas attendu le XXe siècle pour avoir des algorithmes. Et en même temps, l'idée même du calcul, elle est aussi ancienne que l'écriture elle-même, et vous le dites. Donc, le travail sur les nombres en lui-même, il n'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce qui est vraiment nouveau? Et en un second temps, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas suffisamment prêté attention à cette dimension scripturaire, alors que tout le monde nous dit, mais les algorithmes, c'est la puissance du calcul. On aurait pu imaginer, venant de la part des deux spécialistes que vous êtes, que vous insistiez d'une part sur l'importance du jugement qui disparaît, puisqu'au fond, une machine ne disposant pas de la faculté de jugement nécessaire, on pourrait dire que c'est un jugement, c'est une justice sans jugement. Et on aurait pu insister, comme le font par exemple les Critical Legal Studies aux États-Unis, qui s'inspirent fortement dans la déconstruction de Jacques Derrida, de l'insistant sur l'incalculable. Dire qu'au fond, nous n'avons besoin du droit que là où il y a de l'incalculable. Parce que vous n'avez pas besoin de décider des lois, par exemple, naturelles. Je ne vais pas décider, statuer sur les lois naturelles, par exemple, de la gravité. Qu'un objet tombe ou pas, on n'a pas besoin de prononcer un jugement. Par contre, nous devons décider tout ce qui, au fond, est indécidable. Donc la justice humaine, la justice positive, intervient là où il y a de l'indécidable ou de l'incalculable, comme dit Derrida. Ce n'est pas du tout la stratégie pour laquelle vous optez, c'est pas ça. Le terme d'incalculable est très marginal dans votre livre, et le terme de jugement n'apparaît quasiment pas. C'est pas ça votre stratégie. C'est une stratégie plus inattendue et plus provocatrice, puisqu'au fond, elle vient d'une histoire des symbolisations, mais qui se conclut par une thèse, et j'ai trouvé ça très provocateur, qui est de dire, mais Cassirer avait effectivement pensé le droit comme forme symbolique. Il l'avait dans quelques passages, il l'indique explicitement. Il écrit même un livre sur ce juriste suédois avec lequel il est en dialogue, Axel Hagerström. Donc ça, vous le rappelez, mais vous faites un pas de plus, vous dites, au fond, le numérique est une forme symbolique. N'est-ce pas, si j'ai bien... Vous le dites un peu entre les lignes, mais je ne sais pas si vous serez d'accord pour aller jusque-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, si je vous ai bien compris, que le numérique est une forme symbolique? Parce que, ça, en tout cas, c'est une thèse extrêmement paradoxale, parce que vous dites tout de suite, ce qui caractérise le numérique, c'est qu'il n'est pas un espace, alors que Cassirer avait tout mis en place pour dire, mais il y a un espace mythique, il y a un espace religieux, il y a un espace esthétique, il y a un espace scientifique. Et alors on a quoi? On a un espace numérique qui se caractérise par la déspatialisation, et on a une forme symbolique qui est déterminée essentiellement par le fait qu'elle désymbolise. Alors qu'est-ce que ça veut dire au-delà du paradoxe? Sur la déstabilisation, après, j'en aurai un exemple.
D'accord. Alors, il y a plein de choses dans ce que vous avez dit. D'abord, sur l'idée qu'il y avait des algorithmes depuis toujours. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'il n'y avait pas, c'est que le calcul lui-même n'était pas un objet mathématique. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que, pour un certain nombre d'opérations, on avait déterminé des algorithmes, mais l'objet algorithme lui-même n'était pas un objet mathématique. Donc ça, c'est une très grosse différence. On va commencer à se dire, à partir de Turing, on va se dire, c'est un objet mathématique en soi et on peut l'étudier pour lui-même. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il construit cette espèce de machine qu'il appelle une machine de papier, qui n'existe pas pour une bonne raison, c'est qu'elle est infinie, et qui est une machine essentiellement graphique. C'est-à-dire un ruban avec une tête de lecture-écriture qui est capable de lire des cases dans lesquelles il y a ou il n'y a pas un signe. Voilà. Donc l'ordinateur, c'est une machine graphique et c'est une machine universelle. Parce qu'elle permet de faire n'importe quel calcul. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose à dire, on n'a pas beaucoup parlé d'incalculable, mais quand même, on en a quand même un peu parlé, parce que ce que Turing démontre en 1936, c'est pour réussir, si vous voulez, pour décrire un champ mathématique nouveau comme celui de la calculabilité, il faut réussir à trouver de l'incalculable. D'accord ? Et donc sa stratégie, ça va être de dire, eh bien, je me place au cœur du calculable avec ma machine, et ma machine va, dans son effectuation même, montrer qu'il y a un problème qu'elle ne peut pas traiter. Donc il y a un défaut quelque part. Ce défaut, c'est quoi? Comment on peut le décrire? C'est le fait qu'un algorithme ne peut pas donner à l'avance le moment où il sera mis en échec. Voilà. Donc si cette proposition-là, on est capable de la démontrer algorithmiquement. Donc c'est là où c'est très fort, c'est un théorème qu'on appelle négatif, une limitation interne de quelque chose qui permet comme ça de déterminer à la fois l'universalité, je dirais, horizontale du calculable. Et donc, le calculable, il est fait pour s'étendre indéfiniment, mais en même temps, il ne peut s'étendre que parce qu'on a d'abord prouvé qu'il y avait de l'incalculable, et donc on définit un champ qui est parfaitement balisé. À partir de ce moment-là, ça devient un objet scientifique, et on peut travailler dessus. Alors ça, c'est ma deuxième remarque. Et je pense que c'est important de faire cette remarque-là, parce que généralement, vous tombez, dans la philosophie du numérique actuel, vous tombez soit sur des gens qui disent « Ah oui, le numérique c'est formidable, ça va régler tous les problèmes ». Donc c'est pas faux d'ailleurs à bien des égards. C'est-à-dire qu'il se place essentiellement dans la partie extension. Et en extension, on voit bien que les logiciels n'arrêtent pas de faire des progrès et se démultiplient. Ça c'est vrai. Et puis vous avez ceux qui disent « Ah oui, mais non, mais ça ne va pas du tout, il y a la dimension humaine qui disparaît ». On ne peut pas se fier à ces machines, etc. Et ça, c'est plutôt ceux qui sont dans l'autre dimension, c'est-à-dire celle de l'incalculable. Mais évidemment, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de tenir les deux bouts ensemble. C'est ça qui est difficile. Et c'est ça le point de vue complètement génial de Turing, qui consiste à faire un théorème précisément là-dessus. Et donc, il faut sortir de ce point de vue-là de jugement un peu à l'emporte-pièce, un peu moralisant sur le numérique, ça va apporter c'est une espèce de panacée, ou au contraire, ça va introduire un ordre policier essentiellement, puisque c'est pas exactement comme ça qu'il faut voir les choses. Et donc, je pense que quand on parle de symbolique, c'est de ça dont on veut parler. On dit c'est une forme symbolique qui a ceci de particulier, qu'elle fonctionne sur cette double dimension-là, et que c'est comme ça qu'elle institue quelque chose, qu'elle construit une nouvelle façon de faire du sens. Donc c'est là où c'est à la fois cassirerien et pas cassirerien. Cassirerien parce qu'effectivement, il y a bien l'idée d'une forme symbolique, que l'écriture en tant que telle, bien que ce ne soit pas un sujet très cassirerien, que l'écriture en tant que telle est effectivement une forme symbolique qui se déploie et qui s'étend à travers notre société, d'une part, et d'autre part, c'est aussi une véritable institution qui construit un certain rapport au monde. Et ça se voit particulièrement dans le cas du droit, parce que le droit est au cœur des rapports sociaux et au cœur de l'idée même d'une normativité. Donc à ce moment-là, on voit bien ce que c'est qu'une institution normative d'une forme, et c'est ça qu'on a essayé de décrire.
Oui, pour donner un exemple. Alors effectivement, Cassirer a toujours parlé d'un livre qu'il écrirait sur le droit comme forme symbolique. En fait, il n'a fait que discuter avec Ström, qui était opposé à l'idée, son idée de continuité entre la forme mythique et la forme rationnelle dans le droit romain. Mais ce que montre, on va prendre l'exemple du procès. Le procès, c'est l'assemblage pour que le propos, l'écriture du droit, pour qu'une proposition juridique trouve sens et fasse sens pour tout le monde, ça passe par une ritualisation. Par une ritualisation en fait multiple. Il y a toute l'association d'une parole, le texte de la loi, avec l'organisation des juristes, avec le procès, qui est d'ailleurs une spécialisation. Le procès, on dispose tout le monde autour. Dès la Grèce antique, c'est comme ça que commence le procès. C'est par une spécialisation autour du bouclier d'Achille, puis ensuite autour. Bon. Et c'est donc une spécialisation qui permet une expérience. J'ai une expérience de coprésence qui est inscrite dans le mot de la loi, d'ailleurs, la comparution. On est co-présent devant le tiers de justice. Bon. Et puis, on échange des arguments. Et dans le fond, toute l'histoire du droit, et si on encore plus avec l'idée de forme symbolique de Cassirer, c'est une sorte de continuum entre un moment non langagier qui est le rituel, l'introduction de l'écriture, d'une parole, l'argumentation, une décision, et puis dans le fond, après, un retour à la société, à la pacification des passions par le droit. Le numérique propose tout à fait autre chose. Le numérique dit, moi je n'ai besoin que d'une écriture et je n'ai pas besoin d'espace et je vais permettre de faire des procès sans vous réunir. Vous pouvez être très loin, vous pouvez même ne pas vous parler. Le jury peut ne pas se réunir, et puis je vais être capable, par la boucle de rétroaction qui fait que je vais réintroduire constamment ce que je comprends de ce que je réalise dans de futures réalisations, ce qui est le propre du numérique, eh bien je vais modéliser les procès et je vais vous permettre d'arriver plus vite à une solution, et puis là, je vais dire quelle sera la solution des juges. Donc, il réalise une justice qui squeeze, qui paralyse, qui sidère le processus de symbolisation et bien sûr le processus politique. Et dans ce sens-là, je crois que dans notre livre, on a voulu faire un va-et-vient incessant entre des propositions théoriques qui nous semblent indispensables pour comprendre en quoi consiste le numérique et leur réalisation qui montre que ça a un impact très réel sur un domaine aussi important qu'est la normativité. Bien sûr. Avec tout ce qui disparaît, vous ne l'avez pas dit, mais vous incitez beaucoup là-dessus dans votre livre, sur la délibération qui disparaît. Il n'y a plus de processus délibératoire qui est quand même au cœur de notre conception même du politique, de la prise de décision, n'est-ce pas puisque quand, au fond, les jurés, qui ne constituent plus un jury, sont dispatchés, polycentrés, et chacun prend en charge une partie de cette décision finale, au fond, c'est une façon d'interrompre le lien, notamment social, qui était là, cet espace de comparution dont vous parlez, qui est un espace aussi hors espace et hors temps, puisque vous indiquez bien que c'est une façon d'arrêter le cours des choses, de dire là, on se réunit pour statuer sur quelque chose qui n'a pas lieu maintenant, hein, qui a déjà eu lieu, et voilà, c'est donc à la fois un report, voilà, c'est un report, et en même temps, c'est une décision qui est rendue maintenant. Donc c'est pas une différence avec A infini, un report infini, c'est ici et maintenant, on juge de quelque chose, alors même que peut-être demain, dans 1 an et dans 10 ans, on en saura plus, mais il faut rendre justice maintenant, parce qu'autrement, ce serait être injuste que de ne pas rendre justice. Voilà, donc il y a cette espèce d'espace et de temps d'exception dont vous parlez dans votre livre, et qui renvoie, voilà, à une anthropologie du droit, ou à la fonction que peut avoir le fait de rendre justice pour une société et dans une société. Bon, tout ça, je pense que c'est très clair. Je reviens quand même encore une fois à la charge par rapport à ce qui me semble être vraiment une des idées les plus lumineuses du livre, et cette reconstitution que vous faites de Turing avec ces 2 dimensions que vous venez de mettre en lumière. Là, ces dimensions, au fond, l'algorithme peut s'appliquer indifféremment à tout objet, et en même temps, évidemment, il a un dehors. Et Turing avait bien vu que l'algorithme se constitue par ce dehors qui ne peut être défini qu'intérieurement ou comme valeur limite. Bon. Alors,
là où je ne suis pas certain de vous suivre sur tous les points, c'est qu'il me semble quand même que en vous armant de l'appareil conceptuel de Cassirer, vous avez un certain nombre de problèmes qui émergent pour penser une logique de l'opération. Parce que le type d'opération technique dont on parle ici ne relève justement pas de la symbolisation, ou une désymbolisation, vous l'avez dit, mais même d'absence de symbole. C'est-à-dire que c'est ce redoublement qui a lieu, la représentation sur laquelle vous insistez, c'est justement quelque chose qui n'existe pas. S'il y a dualité, s'il y a duplicité, ou si en tout cas une mise en forme, c'est certainement pas au sens d'une figuration, mais c'est au sens d'un divorce. Alors non pas, et c'est là où je ne suis vraiment pas du tout d'accord avec vous, page 27, entre la signification et la matérialité, mais entre la signification et la syntaxe, entre une sémantique et la syntaxe. Le problème n'est pas la matérialité. Turing le dit très bien. Au fond, la machine à calcul est universelle parce qu'on se fiche complètement de la question de la matérialité. Donc il y a le contenu et il y a le code. Mais le code en lui-même, il n'est pas du tout matériel. Le code peut se matérialiser dans des formes les plus différentes. Il a une syntaxe, il a une structure qui est spécifique et qui n'est justement pas graphique. Donc là, je joue un petit peu l'avocat du diable, mais pour moi, la thèse la plus provocatrice de votre livre, c'est en même temps quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir parce que je ne comprends pas. En fait, je l'ai relu plusieurs fois et je comprends toujours pas. Je vais expliquer pourquoi. Parce que il me semble que nous sommes encore dans un paradigme beaucoup trop scriptural ou scripturaire pour essayer de penser quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'écriture. Alors, bien sûr, typewriter, Turing dit c'est une machine papier, bien sûr, c'est un ruban qui va lire et qui va écrire, mais le numérique en tant que tel, c'est un code qui, au fond, n'a même pas besoin de l'opération, qui n'a même plus besoin d'écriture parce qu'il ne se spatialise plus. Le graphème, par définition, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un espace bidimensionnel, dans une spatialité, dans une surface. Mais au fond, le code binaire peut très bien être acoustique. Je veux dire, le code de Morse, c'est quelque chose qui a besoin d'un espacement, mais sans espace. C'est-à-dire qu'il faut une différenciation minime. Il faut que je puisse faire une différence entre le 0 et le 1, mais on n'est plus dans le symbolique, on n'est plus dans le graphème, on n'est dans plus rien de tout ça. Il suffit de finitiser, d'avoir une distinction entre l'alphabet, le code et le contenu. Et n'est-ce pas la révolution qui, bien sûr, est bien plus ancienne que le XXe siècle, qui est l'écriture vocalique, qui anticipe le numérique, c'est-à-dire la discrétisation d'éléments finis qui vont composer un langage qui n'a plus besoin d'être compris. Donc, ce qui m'a un petit peu dérangé dans le livre, c'est que vous parlez constamment de compréhension, mais la machine travaille d'autant mieux qu'elle ne comprend rien. Et alors, voilà, est-ce qu'on ne passe pas encore une fois à côté de la véritable rupture technologique quand on revient à un modèle de lecture et un modèle de compréhension et un modèle de sens? Est-ce que Turing ne nous habitue pas à penser des opérateurs qui, justement, introduisent un divorce non pas entre la signification et la matérialité, mais entre la signification et le code? Bon, c'est une question pour moi. Je pense. Bon, oui, alors peut-être qu'on n'a pas été suffisamment clair, mais c'est évidemment la question fondamentale. C'est pas celle de la matérialité, puisque un ordinateur, vous pouvez parfaitement le construire en Lego. À l'ENS de Lyon, j'en ai vu un fonctionner, évidemment. Ça va pas très vite, mais ça marche très bien. Donc c'est sûr que pour ce qui est des composants matériels, il y a aucun problème. Vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. C'est effectivement intéressant de voir qu'il y a une rupture radicale entre un niveau formel, formaliste, d'une part, et ensuite un niveau matériel qui peut se matérialiser dans n'importe quel support. Là, je suis complètement d'accord avec ça.
Maintenant, ce niveau formel, c'est un niveau d'écriture. Donc, il faut quand même que vous ayez un 0 ou un 1. D'accord? Donc ça, c'est obligatoire. Donc il faut réussir à avoir un code. Et donc un alphabet, un certain nombre de lettres ou de signes, de caractères, disons, hein, qui doivent pouvoir être combinés les uns avec les autres. Voilà. Bon, maintenant, ça peut prendre n'importe quelle forme. Je suis d'accord avec ça. Alors, ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire remarquer dans une espèce d'histoire trop brève de l'histoire de l'écriture, puisque, comme vous savez, en Occident, il y a 53 siècles qu'on écrit, donc il a fallu résumer un peu vite les choses. C'est qu'on a essayé de dire finalement que l'histoire de l'écriture en Occident, c'est l'histoire que vous décrivez, c'est-à-dire c'est l'histoire des moyens qui ont conduit à la formalisation. Hein. Donc, effectivement, avec un certain nombre d'étapes, pas beaucoup, 5, on en a démontré que 5, qui permettent effectivement de montrer comment on peut arriver comme ça à ce divorce à peu près total entre, d'une part, des caractères, hein, leur combinatoire, et ce que ça peut bien vouloir dire. Mais je pense qu'il faut bien comprendre qu'effectivement, un ordinateur ne comprend jamais ce qu'il fait. Il est d'ailleurs... C'est ce qui le rend performant, c'est pour ça qu'on l'a construit. Mais qu'au bout du compte, il n'a d'intérêt que parce que nous devons interpréter les choses. Donc on a un petit jeu de mots déridien dans le livre. On parle d'écriture différente, au sens où elle diffère le retour au sens. Mais ce retour au sens, il est évidemment obligatoire. Par nous autres, par exemple, dans un procès. C'est pour ça qu'on a pris l'exemple de la justice. On ne pouvait pas penser le numérique. On ne pouvait pas penser le numérique si on ne le pensait pas avec une application. Et ça, c'est le parti pris du livre. Et de le penser avec une application, ça a obligé à le penser dans ce nouvel appareillage ou appareillement, je ne sais pas comment dire, où le sens existe d'abord dans l'esprit du programmeur, dans le choix du programme, dans l'écriture des programmes, dans l'intention du programmeur et dans la décision d'arrêter cette combinatoire pour lui faire produire un sens. Et donc, pendant tout le temps où cette écriture, ces caractères se combinent, ils sont muets, ils n'ont aucun sens, mais en même temps, ils peuvent produire potentiellement du sens. Ils ont un sens virtuel. Et donc, l'avantage de l'écriture, à la fin du livre, on introduit l'idée d'équivalent universel. C'est-à-dire qu'il y a une médiation, qui permet de produire du sens par des caractères, des signes, qui ne sont pas des symboles ou qui ne sont pas symboliques, et donc il fallait penser en même temps la théorie et son application. C'est ça le postulat. Alors, juste une dernière chose aussi sur l'ambiguïté du terme de symbole. Hein, parce que symbole, ça veut aussi, c'est un mot qu'on emploie aussi en algèbre. D'accord ? Donc, ce qu'on dit, et c'est là que c'est un peu divisé, c'est qu'on dit qu'il y a effectivement une désymbolisation au sens où il y a une déspatialisation et un sens différé, d'une part, mais par ailleurs, la combinatoire, elle se fait avec des symboles. D'accord ? Donc c'est là où c'est un peu compliqué. Hein, d'ailleurs, c'est une ambiguïté qu'on trouve chez Cassirer, de la même manière. Hein, il parle de la philosophie des formes symboliques. Bon, et puis dans le tome 3 qui parle de la science, on retrouve symbole, mais au sens de symbole de la conceptualisation proprement scientifique. Voilà. Donc là, il y a une ambiguïté. Mais je pense que ce point est assez clair et au fond, c'est pas pour évacuer la question du sens, c'est le divorce qui est important, c'est la disjonction. Et alors évidemment, on pourrait aussi argumenter en un sens complètement opposé, on pourrait dire que le sens ou même le jugement est rendu immédiatement. Hein. Vous parlez d'Antoinette Rouvroy, par exemple, avec cette idée qu'au fond, c'est l'individu lui-même qui produit sa propre loi, c'est en se comportant d'une certaine façon qu'il va immédiatement produire le jugement qui est rendu sur lui, donc en termes de crédibilité, d'emprunt bancaire, credit score en Chine, par exemple. Imaginez, hein, le fait d'être jugé sur la base de votre comportement va déterminer votre score citoyen, va déterminer votre possibilité de voyager, d'accéder aux études, d'avoir accès même à Internet. Donc on peut dire aussi que c'est l'anti-effet différent, c'est l'effet immédiat où un sens est immédiatement rendu.
on pourrait même imaginer une sorte de coïncidence ultime où sur la base de ce genre de calcul, eh bien, il y a la sanction immédiate. Hein. Je pense que vous serez d'accord pour dire qu'on peut imaginer les deux, mais voilà, il me semble que c'est vraiment c'est cette espèce de dichotomie ou de disjonction première décrite par Turing, décrite par Shannon et Weaver, décrite par toute l'école allemande de la théorie des médias, Friedrich Kittler, dont on vient enfin de traduire maintenant Gramophone Film Typewriter. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment un accord là-dessus. Et la question, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce qu'on peut continuer de penser ça en termes de pensée du graphique? Voilà, j'insiste encore un tout petit peu là-dessus parce que c'est vrai que moi, ça m'a perturbé. C'est que pour moi, il y a du graphique qui n'est pas scriptural, vous voyez. Donc, il y a du graphique qui n'est pas calculable. Quand je suis face à un tableau de Jackson Pollock, je ne peux pas décomposer. J'ai un monocouche, comme vous diriez, mais justement, je ne peux pas décomposé, j'ai pas une axiomatique, j'ai pas un alphabet, j'ai pas une grammaire, j'ai pas un nombre fini d'éléments signifiants qui se distinguent des éléments non signifiants sur la page. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, il y a du graphique qui justement, alors je sais pas si vous voulez l'appeler que la peinture est une forme d'écriture, mais il y a quelque chose qui résiste plus au calcul, non pas qu'on puisse pas numériser des tableaux, mais vous allez avoir un effet. Une fois que vous avez numérisé de l'analogique, quand vous analogisez, donc vous produisez du continu à partir du discontinu, vous n'aurez jamais la même chose. C'est pour ça que vous ne pouvez pas reproduire indéfiniment, par exemple, des tableaux de Jackson Pollock. Voilà. Oui, alors moi l'exemple sur lequel j'ai un peu travaillé, c'est celui de Turing. Et on voit très bien son itinéraire intellectuel. C'est quelqu'un qui part du graphique, alphabétique, hilbertien, de la combinatoire. Donc il part de problème du formalisme, il en vient à penser l'informatique, et à la fin de sa vie, ce qu'on oublie généralement, il laisse complètement tomber l'informatique et il s'intéresse à la morphogenèse, c'est-à-dire à l'émergence des formes vivantes. Et là, c'est comme votre exemple de Jackson Pollock, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'alphabet et pourtant il y a des formes, des organisations, donc qui sont porteuses de sens. Donc comment une chose pareille est-elle possible? Comment peut-on le décrire scientifiquement? À partir évidemment de l'écriture, hein, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et c'est ça la grande difficulté. Hein, et donc il construit un modèle qu'on appelle un modèle de réaction-diffusion qui essaye d'analyser l'apparition de ces formes. Alors, je pense aussi que pourquoi c'était important pour nous de passer l'histoire de l'écriture était parce que l'exemple du tableau, c'est-à-dire que le problème de l'informatique, c'est le dedans et le dehors constamment. C'est-à-dire, c'est le problème de l'informatique. C'est-à-dire qu'il y a ces combinatoires qui ne signifient rien, mais qui peuvent signifier quelque chose, et qui sont en contact avec le réel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est pas une nouvelle... On est contre l'idée de cyberespace. Il n'y a pas de cyberespace. Et il n'y a pas de cyberespace comme il n'y a pas de surveillance. Surveillance, ça fait référence à la perception, à l'œil. L'espace, ça fait référence à la spatialisation. Alors, précisément, le graphique il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de différence sujet-objet. Et bien, il y a Alors, ce qui était important de passer par l'histoire de l'écriture et de passer par l'exemple de la justice, et de faire ce double travail, c'était précisément de montrer que l'histoire de l'écriture nous montre qu'il y a des va-et-vient constants entre l'invention de l'écriture et la production d'une certaine vision du monde, c'est vrai de l'écriture grecque, où à la fois quand on peut décomposer les voyelles et les consonnes et les voyelles, apparaît l'idée de l'atomisme, l'idée d'une nature qui peut être décomposée, de la démocratie, etc. Et donc, ce que nous vivons, c'est les deux. C'est l'intérieur qui n'a pas de signification, qui peut être ces caractères qui peuvent être même des signaux lumineux ou sonores, et en même temps leur impact social. Et l'écriture permet de penser passer par l'histoire de l'écriture permet de penser les deux. Et de penser que cette révolution graphique, elle est congruente avec d'autres phénomènes qui existaient avant l'informatique, qui le préparent et le potentialisent, qui sont
l'importance de l'économie, la mondialisation, le néolibéralisme. Et c'est tous les trois qui composent, qui permettent de comprendre un peu mieux ce qui nous arrive. Et alors, pourtant, paradoxalement, c'est le graphique qui résiste encore à la décomposition. C'est d'où un petit peu la provocation de votre livre, parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a les CAPTCHA tests, hein, CAPTCHA, Completely Automated Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, le fameux test de Turing, on le fait à partir des images parce que les algorithmes ont du mal à décomposer le graphique. Voilà, donc c'est sans doute deux sens différents que peut-être du graphique. Si on entend par graphique, non pas une axiomatique finie d'éléments qui permettent d'encoder un contenu infini, contrairement à la carte infinie qui cartographierait un territoire infini, par opposition à quelque chose qui est surdéterminé dans sa graphicité même et qui ferait peut-être que ce graphème, justement, n'est pas d'essence testamentaire, comme disait Derrida, c'est-à-dire ne peut pas être complètement décontextualisé de la situation, qui est un des points sur lequel vous insistez beaucoup. Il y a une situation qui est le fait de rendre justice, qui est Voilà, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un retour, je pense, qui est important pour vous. Il y a un retour au sens, et donc il faut toujours aller entre... il faut toujours passer, c'est ce que nous avons fait dans le bouquin, et c'est ça qui est difficile, mais qui est en même temps passionnant, parce que il faut toujours passer des problèmes que pose cette nouvelle écriture ou ce combinatoire de caractères absolument nouveau, avec le sens, avec cette nécessité de produire du sens. Et là, alors là, pour le droit, s'il y a bien un lieu où on cherche à établir du sens commun, c'est bien à travers les normes juridiques. Et là, les perturbations vont être extrêmement nombreuses. Et de faire ce lien auquel nous a beaucoup aidé Cassirer, c'est vraiment tout l'objet du livre.